Salam alaikum. Euh, Dans cette nouvelle partie du cours, nous allons étudier le mouvement, mais avec de nouvelles outils. Pour cela, donc nous allons nous doter de ce qu'on appelle les coordonnées intrinsèques ou les coordonnées curvilignes. Alors, c'est cette nouvelle façon de voir le mouvement implique la connaissance préalable de la trajectoire du mouvement. La trajectoire du mouvement, ça peut être une route. Alors, dans une route, on peut choisir un point de la route comme étant un point de référence, un point qu'on va noter origine, donc ça sera notre zéro, et on va l'orienter vers une direction donnée. Et pour localiser un mobile, une voiture par exemple, dans sa trajectoire, donc dans la route, il suffit de mesurer la distance parcourue à partir de ce point pris comme origine. Et si elle est dans le sens positif, on va la prendre positif. Si elle est dans le sens négatif, elle va être prise négativement. Par exemple, quelqu'un tombe en panne et il vous appelle et vous dit je suis en panne, est-ce que vous pouvez me dépanner? Première question que vous allez lui poser, donnez-moi votre position. Alors, généralement, dans les routes, c'est balisé et vous avez des petites balises qui vont indiquer le numéro de la route, mais aussi le point kilométrique, donc qui correspond à une distance par rapport à un point pris comme origine. Et donc, c'est l'abscisse curviligne. Donc, l'abscisse curviligne consiste à prendre sur une trajectoire d'un mobile, donc au préalable, on doit connaître la trajectoire, un point de référence et mesurer les distances sur cette trajectoire. Et de dire que le mobile est à la position S de t, S étant la distance prise sur le chemin. Donc, il faut suivre le contour de la trajectoire. Et cette distance, elle est prise algébriquement, c'est-à-dire que la trajectoire doit être orientée. Donc, sur un sens, vous avez positif, sur le sens contraire, vous avez négatif. Donc, les valeurs sont prises négativement dans le sens inverse de l'orientation choisie. Et au fur et à mesure que le mobile se déplace, au fur et à mesure que cette S de t qui caractérise notre position est prise. Donc, S de t, en fait, c'est la longueur de l'arc orienté sur la trajectoire. طول المسار وفق المنحنى ويكون عنده إشارة إيجابية. Donc, S de t, c'est la longueur de la trajectoire. C'est la longueur sur la trajectoire du mobile. Alors, pour la vitesse, ça correspond à peu près à la même idée qu'on a vue pour les coordonnées cartésiennes. Là, ça consiste à dériver la position. Seulement, notre position, c'est un scalaire, c'est pas un vecteur. Donc, il faut orienter ce vecteur et on va prendre le vecteur UT comme un vecteur unitaire, donc 2 modules égale à 1, et tangent à la trajectoire en chaque point. Donc, la vitesse étant définie par la dérivée de l'abscisse curviligne S multipliée par notre vecteur unitaire UT. Nous avons vu dans le cours précédent que quel que soit le type de trajectoire, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Elle est toujours tangente à la trajectoire. Donc, on définit la vitesse par dérivée de S de t. Comme c'est un vecteur, il faut l'orienter par un vecteur unitaire fois U de t. Par exemple, au point m secondes, on a un nouveau vecteur unitaire parce que le vecteur unitaire, il suit la trajectoire, mais
son module reste toujours égal à 1. Et la valeur de la vitesse, c'est cette entité, cette équation multipliée par U de t. Alors, pour ce qui est de l'accélération, alors l'accélération, là, on a un vecteur vitesse, donc on peut le dériver. Donc, la relation entre vitesse et accélération, ça, c'est toujours une relation de dérivation. Donc, pour obtenir l'accélération, il faut dériver le vecteur vitesse. Donc, cela consiste à dériver ce qu'on a trouvé, ce qu'on a défini comme étant vecteur vitesse, qui est ds sur dt fois u de t. Donc, ce qui revient à dériver deux entités. Et la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée du premier fois le second, plus la dérivée du second fois le premier. Donc, la dérivée de s dt, voilà, fois le second, plus le premier qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième fonction. Ici, la deuxième fonction, c'est u de t. Vous allez me dire comment on dérive un vecteur unitaire. En effet, dans le chapitre, dans le paragraphe précédent, on avait des vecteurs unitaires qui étaient IJK, c'est des vecteurs constants au module et en direction. Par contre, ici, U de t est constant au module, mais pas en direction, puisqu'il suit l'orientation de la trajectoire. Donc, il est dérivable. Il est dérivable et on doit calculer cette dérivée qui est dérivée du vecteur unitaire tangentiel à la trajectoire. Alors, prenons une trajectoire quelconque. Donc, on va donner le résultat sous forme générale. Nous n'avons pas de spécification sur la forme de trajectoire. On prend une trajectoire quelconque et U de t est tangentiel à cette trajectoire. Et pour pouvoir le dériver, on va essayer de le projeter sur les axes x, y, puisque sur l'axe x, y, nous avons un vecteur unitaire i qui est constant. Et le vecteur u en chaque instant fait un angle θ avec l'axe des x. Je vais appeler θ, c'est l'angle entre le vecteur unitaire et l'axe des x qui va me permettre de faire des projections. Donc, faisons-le. Si je projette ut sur l'axe des x, donc j'ai un cos θ fois le module de u de t qui est égal à 1, plus, donc fois i, plus la projection de u de t sur l'axe y qui me donne un sinus θ fois j. Donc u de t s'exprime en coordonnées cartésiennes par cos θ i sinus θ j. Et on vérifie là que le module de ce vecteur unitaire est égal à 1, puisque cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, si on fait cette expression, c'est pour pouvoir dériver facilement u de t. Et la dérivée de u de t, c'est la dérivée de cette relation. Donc, c'est la dérivée du premier membre plus la dérivée du deuxième membre. Or, dans le premier membre, je dois dériver cos θ. Cos θ, c'est une combinaison de deux fonctions, puisque je ne dérive pas par rapport à θ. Ce n'est pas θ la variable, c'est le temps qui est variable. Et θ est fonction du temps. Θ va changer en fonction du temps. Donc, c'est équivalent à écrire f de g. Donc, je dérive f de g, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc la fonction g, donc g', fois la dérivée de f de g. Je vais essayer d'appliquer ça. Ça me donne la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc la dérivée de θ, plus fois la dérivée de la fonction, donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, de θ. Et i est une constante, donc il sort de la dérivation, ne pose pas de problème. Et on va faire la même chose pour le deuxième membre. Donc plus, c'est une fonction composée, sinus θ, donc c'est la dérivée de la fonction θ, fois la dérivée de sinus qui est cosinus de θ. Et donc, j'obtiens la dérivée du vecteur unitaire dut par rapport à dt et vaut ça. Seulement, cette expression, bon, j'aurais du mal à l'interpréter. Donc, je vais la réécrire sous une autre forme en utilisant des propriétés trigonométriques. Alors, tout d'abord, je vais faire sortir dθ facteur commun, parce qu'on voit qu'il est commun. Et je vais m'intéresser à cette expression. Qu'est-ce que je retrouve? Que g moins sinus θ est équivalent à cosinus θ plus pi sur 2. Donc ça, c'est des propriétés trigonométriques
Cosinus θ plus pi sur 2, c'est équivalent à moins sinus θ. Et cosinus θ, je peux l'écrire comme sinus θ plus pi sur 2. Bien sûr, tout ça serait facteur de dθ sur dt. Donc, j'utilise la propriété trigonométrique. Cos θ plus pi sur 2 est égal à moins sinus θ. Donc, j'ai remplacé ça par ça. Et sinus θ sur 2, sinus θ plus 2 est équivalent à cosinus θ. Donc, en définitive, la dérivée du vecteur unitaire u de t, qu'on a exprimé en coordonnées cartésiennes, est un vecteur qui lui est perpendiculaire, puisque regardez l'expression de u de t, et regardez ce que j'ai obtenu, c'est la même chose, mais avec un angle 90 degrés de plus. Pi sur 2 plus. Donc, j'ai la dérivée de u de t me donne systématiquement un autre vecteur. Je vérifie qu'il est un vecteur unitaire, puisque cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, j'ai un vecteur unitaire nouveau qui est 90 degrés plus que dans le sens trigonométrique que θ. Donc, à chaque angle que va faire u de t, un serait 90 degrés de plus que lui dans le sens trigonométrique. Et donc, en définitive, la dérivée du vecteur unitaire u de t me donne dérivée de θ fois un nouveau vecteur unitaire que j'appellerai un. C'est un vecteur unitaire normal, c'est-à-dire il fait 90 degrés, donc 90 degrés par rapport à u de t. Donc, revenons à notre expression, ou plutôt essayons de voir et exprimer au mieux θ, dθ sur dt. Alors, je vais prendre ici un petit bout de notre trajectoire. Je vais zoomer ici. Donc, je vais agrandir l'image. Et à un instant donné, j'ai le mobile au point M. Et au point M, on a un vecteur tangent, un vecteur normal. Vecteur tangent, vecteur normal. Et le vecteur tangent fait θ avec l'axe des x. Maintenant, si je fais écouler le temps d'une durée de dt, donc je fais passer le temps, le mobile se dépasse d'une position très proche de M vers M'. Et donc, il va parcourir une petite distance qui s'appelle M', que je vais noter ds. Et systématiquement, le dt va changer d'angle puisqu'il suit la courbure et il va faire un angle dθ, c'est-à-dire θ va augmenter d'un élément dθ qui va séparer les vecteurs unitaires de la position M à la position M'. La même chose avec un, puisque c'est 90 degrés de plus que ut. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux configurations à un instant donné dt, qui sépare à un instant donné dt, où la position du mobile M change de M vers M', et donc il va parcourir un petit arc. Un petit arc ds, parce qu'on est sur la trajectoire, donc on est sur l'abscisse curviligne ds, S, et un petit élément de la courbe, c'est ds. Et là, si je veux exprimer la longueur d'un arc de cercle, je peux assimiler cet arc parce qu'on a tellement zoomé que ça ressemble à un arc de cercle. Et la longueur d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle qui sépare, qui délimite notre arc. Donc, si j'ai un petit, le dl, le L', c'est un petit élément de la trajectoire, donc c'est ds. J'aurai le ds, la longueur de la distance parcourue par le mobile M', égale à R dθ. Donc, on appellerait R le rayon de courbure. Donc, on va assimiler ça à un cercle localement. Donc, un rayon de courbure serait local et donc variable avec le temps parce que le virage n'est pas toujours un rayon de courbure constant. Il peut s'ouvrir comme il peut se resserrer.
Donc, on va le noter ρ. Pourquoi ρ? Pour différencier de R, qui est le rayon d'un cercle. Donc, on va dire que l'arc que va parcourir le mobile à l'instant, durant l'instant dt, M' serait ds est égal à ρ dθ. Donc, dθ, c'est égal à un petit élément de notre chemin, ds, sur le rayon de courbure. Donc, revenons à l'expression de notre dérivation de un. Donc, dθ, je vais le remplacer avec ce qu'on vient de voir, dθ qui est égal à ds sur ρ. Donc, dθ, c'est ds sur ρ. On vient de démontrer. Et donc, si je remplace dθ par ds sur ρ, j'obtiens en définitive que la dérivée du vecteur tangent, c'est 1 sur ρ ds sur dt, puisqu'on avait déjà dt ici, un, vecteur unitaire un. Alors, cette expression, on va la remplacer dans l'expression de la dérivation de l'accélération. Donc, on avait vu que on était arrivé à l'expression celle-là, où on a vu que l'accélération, c'est dérivé du premier élément, donc dérivé de ds sur dt fois u de t, plus le premier élément ds sur dt fois la dérivée du deuxième élément qui est u de t. Cet élément, on vient de le calculer, il vaut ça. Je le remplace, j'aurai l'accélération A égale. Donc, le premier dérivé de la dérivée, c'est la dérivée seconde de S fois u de t, plus ds sur dt fois 1 sur ρ ds sur dt fois 1 sur ρ ds sur dt un. Et donc, ds sur dt fois ds dt, ça donne ds sur dt au carré. ds sur dt au carré. ds sur dt fois ds sur dt. Donc, 1 sur ρ ds sur dt au carré. Et donc, en partant de cette expression, j'aurai une expression de l'accélération qui vaut deuxième dérivée de l'abscisse curviligne S par rapport fois le vecteur unitaire tangentiel, plus 1 sur ρ, ds sur dt au carré. Or, ds sur dt, ce n'est autre que la vitesse. Donc, ça me donne 1 sur ρ, vitesse au carré. Et là, j'obtiens l'expression finale de l'accélération, qui est un premier membre qui revient à dériver la vitesse au module ou la deuxième dérivée de s de t fois le vecteur tangent ut plus 1 sur ρ v au carré, puisque v c'est ds sur dt. Donc j'ai remplacé ds sur dt par v fois le vecteur un. Donc en définitive, l'expression de l'accélération a deux composantes, une composante suivant ut, une composante suivant an. La composante suivant ut, elle vaut dérivée de v par rapport au temps et en tant que valeur vitesse. Et donc, si c'est en tant que valeur, pas en tant que vecteur, donc ça revient à dériver le module de la vitesse. Le premier élément, donc, c'est la dérivée du module de la vitesse. Et le deuxième élément, ça revient à dériver, ça revient à calculer 1 sur ρ, la vitesse au carré. On a le premier élément qu'on a vu, c'est l'accélération. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'accélération tangentielle. Et qu'est-ce qu'elle caractérise? Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète un changement dans la valeur de la vitesse, puisqu'on a dérivé le module de la vitesse. Donc, elle change la valeur de la vitesse. Alors, cette accélération, si elle est négative, c'est que le mobile est en train de freiner, puisque c'est le module qui diminue. Et donc, elle indique qu'on a un mouvement qui est accéléré ou décéléré. On y reviendra. Le deuxième terme de l'accélération, c'est l'accélération normale et qui traduit un changement dans la direction. Donc, elle reflète s'il y a un changement de la direction. S'il n'y a pas de changement dans la direction, AN serait égal à 0. Donc, si le sens de la vitesse, le vecteur
change uniquement de module, mais pas de direction, A1 sera égal à 0. Donc A1, elle reflète le changement dans la direction et il est tout le temps positif, mais orienté tout le temps vers le centre de courbure. Et donc, si on a un mouvement rectiligne, donc c'est équivalent à avoir un cercle de rayon infini. Et si je remplace ρ par l'infini, j'aurai une accélération normale qui est égale à 0. C'est normal parce que je n'ai pas de changement dans la direction de la vitesse. Alors, prenons un exemple et essayons de faire une représentation, ce qu'on appelle de freinée. Alors, représentation de freinée se base sur l'axe tangentiel et l'axe normal. Donc, nous avons une vitesse et on suppose que dans cette première phase, elle a une vitesse croissante, c'est-à-dire le chauffeur accélère, l'aiguille de la vitesse augmente et à cet instant-là, je vais représenter l'accélération. Donc, je représente le vecteur tangent, l'axe tangent et l'axe normal. Sur l'axe tangent, je représente les vecteurs unitaires. Donc, ce n'est pas IJ, mais c'est UT, UN, qui vont suivre soit la tangente, soit la normale. Et puis, je représente, suivant UT, le vecteur AT, suivant AN, le vecteur AN, et la résultante me donne l'accélération, qui est un vecteur qui a la même accélération, mais elle est cette fois-ci projetée sur les axes normal et tangentiel. Très bien, prenons un autre exemple, une autre position. Ici, l'axe tangentiel et l'axe normal sont différents. Et l'axe normal a carrément changé de sens puisque le virage est sur la droite de la voiture. Et donc, l'axe normal, souvenez-vous, ne peut être dirigé que vers le centre du virage. Je représente les axes, les vecteurs unitaires, donc UT, UN. Et sur les vecteurs unitaires UT, je représente AT. Sur le vecteur unitaire UN, je représente AN. Et la résultante me donne une accélération A, en rouge. Si j'ai un mouvement avec une vitesse décroissante, alors vous imaginez que qu'est-ce qui va changer? C'est UT. Bon, UT reste orienté vers le sens du mouvement, mais c'est AT qui sera orienté vers le sens opposé. Et si AT est orienté vers le sens opposé, j'aurai une résultante qui me donne un vecteur A vers l'arrière. C'est normal, mais AN est tout le temps positif et tout le temps orienté vers l'axe normal. Une autre position, maintenant je suis sur une portion droite de la route. Et dans ce cas de figure, je n'ai pas de courbure, donc je n'ai pas d'axe normal. J'ai uniquement un axe tangent. L'axe tangent me donne un vecteur tangent UT. Donc sur la direction de ce vecteur tangent, j'ai une accélération tangentielle. Et donc l'accélération tangentielle serait égale à l'accélération totale, puisque AN est égal à 0, donc AT égale à A, puisque AN égale à 0. Donc AT, c'est le même vecteur accélération A. Une autre partie, là, dans ce dernier virage, la voiture garde une vitesse constante. Elle garde une vitesse constante. Dans ce cas-là, je représente le vecteur tangent, le vecteur normal, comme on dit, vecteur normal toujours dirigé vers le centre du virage. Et je représente sur ces axes le vecteur unitaire tangentiel et normal. Seulement ici, j'ai uniquement l'accélération normale, je n'ai pas d'accélération tangentielle puisque la vitesse reste constante. Et AT représente le changement dans la valeur de la vitesse. La vitesse, si elle garde une valeur constante, je n'aurai pas de AT et donc cette fois-ci, A est égal à AN. A est égal à AN. Donc, en quelque sorte, le vecteur accélération normale, c'est un vecteur qui est toujours dirigé vers le centre du virage et sa valeur est égale à la vitesse indiquée sur le tableau de bord au carré divisé par le rayon du virage. Le rayon du virage. Alors ici, nous avons une représentation 3D sur une trajectoire, par exemple, du repère de freinée. Alors l'axe
rouge, c'est le vecteur UN, c'est vecteur UN, et le vecteur en bleu, c'est le vecteur UT tangentiel. Donc, vous avez tout le temps un vecteur dirigé vers le centre et un vecteur tangent à la trajectoire. Bon, le vecteur perpendiculaire, ça, pour l'instant, ça nous intéresse pas. Nous nous intéressons uniquement sur les deux vecteurs UT et UN. UN est toujours dirigé vers le centre et UT toujours tangentiel, quelle que soit la position du mobile. Maintenant, on peut revenir à la nature du mouvement et on peut déduire la nature du mouvement à partir des données, des coordonnées intrinsèques, de l'accélération intrinsèque. Alors, si vous avez un rayon de courbure constant, par exemple ρ garde une valeur constante, là on parle d'une trajectoire circulaire. Donc déjà, si ρ égale une constante, c'est qu'on a une trajectoire circulaire. Si l'accélération normale est égale à 0, cela indique que nous avons un mouvement rectiligne. Donc si ρ existe différent de 0, bien sûr, et il garde une valeur constante, donc la trajectoire est circulaire. Si l'accélération normale est égale à 0, c'est que nous avons un mouvement rectiligne. Bien sûr, cela suppose que la vitesse n'est pas nulle. Donc nous avons une trajectoire rectiligne. Maintenant, si l'accélération tangentielle est égale à 0, c'est que nous avons un mouvement uniforme. Alors, uniforme, ça peut être circulaire, ça peut être rectiligne. Donc là, il faut voir les autres paramètres, qu'est-ce qu'ils indiquent. Donc, c'est des indications qu'on peut extraire des valeurs de l'accélération normale et tangentielle. Donc, si l'accélération tangentielle reste constante, on parle d'un mouvement uniformément varié. Ça peut être rectiligne uniformément varié, circulaire uniformément varié. L'essentiel, on qualifie le mouvement de uniformément varié. Et si l'accélération tangentielle est positive, donc c'est un mouvement accéléré, une positive constante, donc uniformément accéléré. Si l'accélération tangentielle est inférieure à 0, donc c'est un mouvement retardé. Si elle est inférieure à 0 et constante, donc c'est uniformément décéléré. Exemple, à cet exercice, on a les équations horaires x de t, y de t, et on nous demande de retrouver en premier lieu l'équation de la trajectoire et puis de déterminer l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Donc, vous remarquez qu'on a démarré ici des coordonnées cartésiennes pour retrouver des coordonnées intrinsèques. Donc, premièrement, si je m'amuse à retrouver la trajectoire, je calcule x carré plus y carré pour me débarrasser du temps et j'obtiens x au carré plus y au carré est égal à 4. Ça, c'est l'équation de la trajectoire qui représente l'équation d'un cercle de rayon 2. C'est un cercle de rayon 2. Donc, nous avons un rayon de courbure qui est constant, puisque c'est un cercle et qui vaut 2. Maintenant, je dérive x de t, y de t pour retrouver vx et vy. Donc, je dérive cette expression, je retrouve ça. Je dérive cette expression, je retrouve ça. Et à partir de vx et vy, je peux déterminer le module de la vitesse dont j'ai besoin pour calculer Vt et pour calculer l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc, le module de la vitesse, ici, je retrouve égal à 12t. Maintenant, je peux accéder à l'accélération normale, l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle représente la dérivée du module de la vitesse. Donc, on retrouve 12 à partir de ce qu'on a trouvé. Et l'accélération normale, c'est la vitesse au carré divisé par r. Je prends Vx au carré plus Vy au carré, donc qui représente la vitesse au carré. Donc, c'est le module de la vitesse au carré, je peux aussi l'interpréter comme ça, divisé par le rayon qu'on a trouvé 2. Et en définitive, je trouve une accélération normale égale à 77t au carré. Donc, finalement, j'ai un mouvement circulaire uniformément accéléré, puisque j'ai une accélération positive et constante, une accélération tangentielle positive et constante. Donc, c'est un mouvement circulaire uniformément accéléré et avec une accélération tangentielle égale à 12 et une accélération normale égale à 77t au carré. Alors, remarque,
Si je voulais calculer l'accélération en coordonnées cartésiennes, j'aurais juste à dériver Vx pour trouver Ax et Vy pour trouver Ay. Maintenant, le module de l'accélération que je calcule en coordonnées cartésiennes, ax au carré plus ay au carré sous la racine carrée, ou le calculer avec at au carré plus an au carré sous la racine carrée, je retrouverai la même chose. Donc, le module de l'accélération, que je le calcule avec les coordonnées cartésiennes ou avec les coordonnées intrinsèques, je retrouve le même module de l'accélération. C'est la même accélération, mais ici exprimée en fonction d'une accélération normale à la trajectoire et une accélération tangentielle à la trajectoire.